Fin du corrigé du devoir avec le problème 2. Dans le problème 2, l'objectif était de montrer que la fonction h, donc la fonction polynomiale de degré 3 définie dans l'énoncé, admet une unique racine réelle, et que cette unique racine réelle, qui est loin d'être évidente, à défaut de pouvoir la déterminer explicitement, on essaye de construire une suite qui va converger en fait vers l'unique solution réelle de h de t égale 0 à l'aide de la méthode de Newton. Alors, pour y parvenir, en fait, on commence tout d'abord par observer que effectivement la fonction h admet une unique racine réelle et que cette unique racine réelle, elle est comprise entre 0 et 1,5. En fait, ce qu'on vous demandait, c'était de montrer qu'il existe un unique réel L appartenant à l'intervalle 0, 1,5 tel que h de L est égal à 0. Donc réflexe, vous pensez au théorème des valeurs intermédiaires premièrement, et puis après vous allez utiliser un argument de stricte monotonie pour pouvoir justifier l'unicité. Alors tout d'abord, la fonction h, ce qu'il faut observer, c'est qu'elle est continue, elle est de classe C0 sur R tout entier, elle est même de classe C infini, elle est polynomiale, donc il n'y a pas de problème pour ça. Ensuite, la deuxième hypothèse qu'il convient de vérifier pour pouvoir appliquer le théorème des valeurs intermédiaires, c'est que h de 0 et h de 1,5 sont de signes opposés. H de 0 est égal à moins A, mais moins A d'après l'énoncé, A étant strictement compris entre 0 et 18, c'est évidemment strictement négatif. H de 1,5, on ne sait pas combien ça vaut, c'est pas intéressant de savoir combien ça vaut, vous n'allez pas vous amuser à réduire au même dénominateur tout ce bazar. En tout cas, quand on évalue 10t³ plus 31t carré en 1,5, on aura quelque chose de positif, donc du coup, H de 1,5 c'est plus grand que 71 fois 1,5 moins A, 71 sur 2 c'est plus grand que 35, 35 moins A, ça va être strictement positif, puisque A est strictement plus petit que 18. Donc ça, on ne sait pas combien ça vaut, mais en tout cas, enfin si, on sait, on peut le calculer, mais ça ne présente pas d'intérêt. En tout cas, c'est très clairement strictement positif. Donc avec ces deux choses-là, h est continu sur R tout entier, et h de 0 et h de 1,5 sont de signes opposés, on peut déjà conclure qu'il existe un réel L appartenant à 0, 1,5, solution de l'équation h de t égale 0. Pour prouver l'unicité, il suffit d'observer que la fonction h est strictement croissante. Comment on fait pour ça? On calcule la dérivée, et puis on vérifie que la dérivée est strictement positive. On a le droit de calculer la dérivée parce que h est dérivable, évidemment, même de classe infini, on l'a déjà dit. Pour tout réel t, je ne mets pas les quantificateurs mais le cuirière, h' de t est égal à 30t carré plus 62t plus 71. Ici, c'est donc une fonction polynomiale de degré 2, dont il faut montrer qu'elle est strictement positive, donc on va montrer qu'elle n'a pas de racine réelle, donc on calcule delta. Delta est égal à 62 au carré, moins 4 fois 30 fois 71, même chose. Soit vous le calculez explicitement, et puis vous y passez un peu de temps, soit vous ne le calculez pas explicitement parce qu'on n'en a pas besoin, et on fait des calculs à la physicienne, sans attaque personnelle. 62 au carré, c'est 4000. 4 fois 30 fois 71, ça fait 7, 8000, disons, en gros. En tout cas, ça, c'est strictement négatif. Puisque delta est strictement négatif, cette fonction polynomiale du second degré est de signe constant. Quel signe? Celui donné par 30, donc h' de t est strictement positif. Du coup, la fonction h, elle est strictement croissante sur 0,1, elle est même strictement croissante sur R tout entier, si vous voulez. Et donc, en particulier, h va être injective, ce qui va donner le point d'exclamation qui est ici. Il existe une unique solution à l'équation h de t égale 0, et cette solution, qu'on vient d'appeler L, elle est comprise entre 0 et 1,5. Donc voilà pour cette première question, qui était donc une application du théorème de la bijection, si vous voulez, ou alors du théorème des valeurs intermédiaires et de la stricte monotonie de la fonction h. Ce qu'on fait à partir de la deuxième question, c'est que l'on étudie une suite U définie par son premier terme, U0 égale 1,5, et puis une relation de récurrence qui est un tout petit peu mystérieuse au début, mais qui se comprend de la manière suivante. La fonction h, je suis désolé, je vais faire un dessin. Bon, enfin, allez, j'arrête de m'excuser, vous savez combien les dessins ne sont pas mon fort. La fonction h est strictement croissante sur R tout entier, en particulier sur 0, 1,5. H de 0 est négatif, H de 1,5 est positif, et ce que l'on fait, c'est qu'on prend U0 égale 1,5. Au point d'abscisse U0, on trace la tangente à la courbe, donc la tangente, hop là, zoom. Et cette tangente va couper l'axe des abscisses en un certain réel qu'on va appeler U1. Et puis, on va continuer, réitérer le processus. Au point d'abscisse U1, on va tracer une nouvelle tangente. Et on va obtenir un point d'intersection qui va avoir pour abscisse U2. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, ce que l'on vous demandait de faire, c'est de généraliser ceci, c'est-à-dire qu'on suppose U0, U1, UN construit. Comment on fait pour avoir UN plus 1? Pour avoir UN plus 1, il faut déjà connaître l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse UN. Et la tangente à la courbe au point d'abscisse UN a pour équation y égale h' de UN
fois x moins un plus h de un. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir le point d'intersection de cette tangente avec l'axe des abscisses, c'est-à-dire de savoir pour quel x on a y égale 0. Bon, bah alors donc vous remplacez y par 0 ici, et puis vous extrayez x, qui est quand même pas trop dur, donc vous en déduisez, allez, on va détailler, que x moins un est égal à moins h de un sur, est égal à moins h de un, oui, sur h' de un, et on a le droit de diviser par h' de n sans remords parce que la fonction h', on a déjà montré qu'elle était strictement positive et donc qu'elle ne s'annule pas sur R. Et puis donc on en déduit que x est égal à un plus moins h de un sur h' de un. Et donc ce x que l'on a trouvé, c'est l'abscisse du point d'intersection de la tangente à la courbe au point d'abscisse un avec l'axe des abscisses. Donc ce x que l'on a trouvé ici, c'est celui qui dans l'énoncé est appelé un plus 1, c'est-à-dire celui qui correspond au petit dessin très mal fait que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc un plus 1 est égal à un moins h de un sur h' de un. Et c'est donc une suite, la suite un, qui est définie par son premier terme et une relation de récurrence, que je vais la écrire ici pour l'avoir sous les yeux et pour que vous compreniez la motivation de la suite de l'énoncé. Donc un plus 1 est égal à un moins h de un sur h' de un, et donc ceci c'est égal à f de un avec dans le rôle de la fonction f, mais qui donc? Eh bien la fonction f qui est définie en posant f de t égale t moins h de t sur h' de t. Donc voilà pourquoi, dans la question suivante, on vous suggérait, on vous demandait d'étudier cette fonction-là et d'étudier le sens de variation de cette fonction-là. Parce que cette fonction, f, c'est celle qui intervient dans la définition de la suite u. On demande d'étudier cette fonction sur l'intervalle 0,1, d'étudier son sens de variation, pardon. Donc la fonction f est dérivable d'après les théorèmes généraux et vu ce qu'on a déjà observé sur h, donc on a le droit de calculer sa dérivée. Donc pour tout t appartenant à 0,1, f' de t est égal à 1 moins, derrière c'est la formule pour la dérivée d'un quotient, donc on va avoir du h' de t au carré moins h de t fois h seconde de t. Alors évidemment, pardon, excusez-moi, il faut peut-être pas oublier de faire ça, ça peut servir. Donc sur h' de t au carré, évidemment. Alors vous réduisez au même dénominateur, donc vous en déduisez que f' de t est égal à, quand on réduit au même dénominateur, on va avoir h' de t au carré ici, moins h' de t au carré ici, donc il va rester simplement, si j'ose dire, h de t, h seconde de t sur h' de t au carré. Donc voilà pour l'expression de la dérivée. Voilà pour l'expression de la dérivée. Alors une fois qu'on a l'expression de la dérivée, on est bien content, mais il faut quand même essayer d'en déduire le sens de variation de la fonction f. Alors je vais effacer un tout petit peu, ça, disons. Enfin, si j'y arrive. Hop. Alors il faut étudier le signe de cette dérivée. Bon, h' de t au carré, ça va, c'est pas trop dur. H seconde de t. On a déjà calculé la dérivée première tout à l'heure, et donc on avait 30t, etc. Donc pour la dérivée seconde, on va avoir 60t. On dérive deux fois ce truc-là, donc on a 30t2 une première fois, 60t une deuxième, plus 60t plus 62. Plus 62 pour la dérivée seconde de ceci, et puis la dérivée seconde de la fonction affine qui est derrière, évidemment, est égale à 0. On travaille sur l'intervalle 0,1, je vous rappelle que t appartient à l'intervalle 0,1, donc 60t plus 62, très clairement quand même, sur l'intervalle 0,1, c'est positif. Donc h seconde est positif, h' de t au carré est positif, conclusion, f' est du signe de h. Donc f' de t et h de t ont le même signe sur l'intervalle 0,1. Or, le signe de h, quel est-il? Eh bien, en fait, vous connaissez déjà le signe de h. En effet, la fonction h, on a déjà établi qu'elle était strictement croissante, donc tout à l'heure, dans la première question. Donc, elle est strictement croissante. Et puis, par ailleurs, on a établi qu'elle s'annule. Elle s'annule en L. Donc, ici, en L, elle vaut 0.
Donc sur 0,1, du coup, eh ben, on connaît son signe. Elle est négative avant L, elle est positive après L. Conclusion, donc la fonction f est décroissante sur 0L et croissante sur l'intervalle L1. Donc du coup, bon, je pense que voilà. F est croissante sur l'intervalle L1 et elle est décroissante sur l'intervalle 0L. Donc voilà pour cette question-là, qui était l'étude du sens de variation de la fonction f. Ça c'est bon, ok. Dans la question suivante, qui était donc la question C, on vous demandait d'en déduire que tous les termes de la suite U, donc C, il fallait en déduire que tous les termes de la suite U appartiennent à l'intervalle L 1/2. Et en fait, la suite U, elle est définie par récurrence à l'aide de la fonction f. Donc, pour montrer ce type de relation, en fait, ce qu'il s'agit de prouver, c'est la stabilité de l'intervalle L 1/2 par la fonction f. Donc, montrons que l'intervalle L 1/2 est stable par f. Donc, L 1/2, son image par la fonction f est encore comprise dans L 1/2. Dans L 1/2. Donc, il s'agit de montrer ceci. Alors, première chose à observer, déjà, la fonction f, elle est croissante sur l'intervalle L 1/2, parce qu'elle est croissante sur L1, et L 1/2, c'est évidemment compris dans L1, donc la fonction f, déjà, elle est croissante sur l'intervalle L 1/2. La fonction f, accessoirement, elle est continue aussi, hein. Ça a son importance. Et puis, f de L, f de L, on le calcule, alors f de L, c'est L moins H de L. Oui, mais H de L est égal à 0, donc F de L est égal à L. L, c'est un point fixe pour la fonction f. Et par ailleurs, f de 1/2, f de 1/2, c'est 1/2 pour le t, si j'ose dire, moins H de 1/2 sur H' de 1/2. Or, H' de 1/2, le H' de 1/2 qui est ici est quelque chose qui est positif, même strictement positif. C'est toujours, ça provient toujours de l'étude du signe de H' que l'on a fait dans la première question. Et H de 1/2 ici, 1/2 est plus grand que L, donc H de 1/2 va être plus grand que H de L parce que la fonction H est croissante sur R tout entier. Donc ceci, c'est plus grand que H de L, et H de L, et ben H de L, c'est égal à 0. Donc du coup, la quantité qui est ici, c'est la quantité qui est 1/2 moins quelque chose de positif. Donc du coup, f de 1/2 est inférieur ou égal à 1/2. Du coup, ce que l'on a, c'est que la fonction f étant continue, son image, l'image de l'intervalle L 1/2 par f, c'est f de L, f de 1/2, parce que la fonction f est continue et qu'elle est croissante sur l'intervalle en question. F de L est égal à L, et f de 1/2 est plus petit que 1/2, donc on a bien l'inclusion qui est ici, et donc l'intervalle L 1/2 est stable par la fonction f. Du coup, voilà pour cette stabilité, et du coup, on déduit de la stabilité de l'intervalle le fait que tous les termes de la suite U appartiennent à l'intervalle L 1/2, puisque après c'est une récurrence immédiate. U0 est égal à 1/2, donc appartient à l'intervalle, et puis par récurrence après, donc on suppose que UN appartient à l'intervalle L 1/2, UN plus 1 qui est égal à f de UN va aussi appartenir à l'intervalle L 1/2 grâce à cette stabilité. Donc voilà comment on prouve que tous les termes de la suite U appartiennent à l'intervalle L 1/2. Donc ça c'était pour la question C. Ça c'était pour la question C. Hop là. Question, alors la question D, ouais. Donc question D, on vous demandait donc d'établir que pour tout couple de réels AB, H de B c'est H de A plus B moins A fois H' de A plus
l'intégrale de A à B, de B moins T, fois H seconde de T, dt. Cette question-là, en fait, c'est une question que vous aviez déjà faite en DS au moment où on avait vu l'intégration par partie. C'est une conséquence aussi de la formule de Taylor avec reste intégral, donc que l'on avait vu aussi finalement et qui est présente dans le cours, dans le chapitre intégration. Bon, vous n'en aviez pas besoin ici puisque je vous donnais l'indication. Voilà, je vous disais à l'aide d'une intégration par partie, montrer ce truc-là. Donc, comme on l'a déjà fait une fois, je vais pas le réexpliquer ici. On va gagner un petit peu de temps dans le corriger et donc simplement observer que cette question-là, c'est une question que vous aviez déjà faite juste après avoir traité le calcul intégral. On vous demandait ensuite de montrer une certaine inégalité avec UN et L qui intervenaient. Alors en fait, on applique la formule précédente avec dans le rôle de A UN et dans le rôle de B L, donc on prend A égale UN, on prend B égale L. Donc du coup, en faisant ça, on obtient que H de L, c'est égal à H de UN plus L moins UN multiplié par H' de UN plus l'intégrale de UN à L, de L moins T, H seconde de T, dt. Et donc, il fallait obtenir une majoration, alors une majoration de la différence entre H de L et l'approximation affine qui est ici. Alors évidemment, ce que l'on fait, c'est que on regroupe donc les termes qui interviennent dans l'énoncé, donc H de L moins H de UN moins L moins UN fois H' de UN. Donc ceci, c'est égal à l'intégrale qui est derrière. C'est égal à l'intégrale de UN à L de L moins T, H seconde de T, dt. Donc on prend la valeur absolue. Alors évidemment, si on prend la valeur absolue de ce côté-là, on va avoir la valeur absolue de cette intégrale. Hop là. Et donc, la valeur absolue qui est à gauche va être majorée par l'intégrale de la valeur absolue, c'est-à-dire l'intégrale de UN à L de L moins T multiplié par H seconde de T dt, avec la valeur absolue de tout ça. Sauf que, en fait, on travaille sur UN, L, donc UN va être plus petit que L, donc du coup le L moins T qui est ici va être quelque chose qui va être positif. Et puis H seconde de T par ailleurs, alors H seconde de T, je vous rappelle, c'était 60T plus 62, et c'est aussi une quantité qui va être positive parce qu'on travaille sur l'intervalle UN-L et que cet intervalle, il est contenu dans R+, donc évidemment, 60T plus 62, c'est quelque chose qui va être positif. Du coup, la valeur absolue, la grande valeur absolue qui est ici, est plus petite que l'intégrale de UN à L de L moins T multiplié par H seconde de T dt, sans valeur absolue, pas la peine de rajouter quoi que ce soit, d'accord, parce que tout ce qui intervient dans l'intégrale est positif et que les bornes sont dans le bon sens. Par conséquent, pour obtenir la conclusion dans cette question, il restait à majorer cette quantité-là. Or, H seconde de T, donc je vais quand même le réécrire, donc qui est égal à 60T plus 62, admet un maximum sur l'intervalle UNN, ou plutôt peut être majoré sur UNL en observant que, en fait, on a UN qui est plus petit que L est plus petit que 1,5, tout ça c'est positif, donc du coup, on va majorer, disons, grossièrement H seconde de T sur l'intervalle UNL par H de 1,5. Donc ça c'est plus petit que H de 1,5. Et H de 1,5, ça vous donne, voilà, vous calculez H de 1,5 et donc vous obtenez que H de 1,5 c'est 92. 30 plus 62, ok? Donc, qu'est-ce qu'on a établi avec ceci?
Et bien avec ça, ce qu'on a établi, c'est que donc l'expression qui est h de l moins h de un moins l moins un fois h' de un. H' de un. Donc cette valeur absolue est plus petite que 92, ça c'est la majoration de h seconde qu'il y avait dans l'intégrale, multiplié par l'intégrale de un à l de l moins t dt. Et donc il reste à calculer juste cette intégrale, cette intégrale-là que je vais appeler i, disons, i. Bon, bah, une primitive, ça va, c'est pas trop dur, c'est 1 demi de L moins T au carré, donc c'est 1 demi de L moins T au carré, évalué entre UN et L. Donc, quand vous l'évaluez en L, bah, évidemment, vous obtenez 0. Quand vous remplacez T par L, vous obtenez 0. Et quand vous remplacez par moins 1 demi, putain, ça serait bien, moins 1 demi, pardon, moins 1 demi. Et quand vous remplacez par UN, vous obtenez L moins UN au carré, donc au final, ça nous donne 1 demi de L moins UN au carré. Ouais, je me demandais pourquoi il y a un signe qui ne va pas. Oui, quand on dérive par rapport à T, ceci, il y a un moins 1 qui apparaît. Donc une primitive de L moins T, c'est moins 1 demi de L moins T au carré. D'accord? Et du coup, l'intégrale qui est ici, on l'a calculée, on remplace, et donc on en déduit la relation qu'il fallait obtenir dans l'énoncé. Je dirai tout ça maintenant. D'où, conclusion, h de l moins h de un moins h de un moins l moins un fois h' de un est plus petit que 92 multiplié par 1 demi de L moins UN au carré, 92 sur 2, ça fait 46, 46 L moins UN au carré. Voilà pour ceci. Zou. Et donc on vous demandait d'en déduire quelque chose sur la suite U. On vous demandait d'en déduire dans la question F. Une inégalité où intervient UN plus 1. Et en fait, il faut juste se souvenir de qui est UN plus 1. UN plus 1, c'est UN moins H de UN sur H' de UN. Ok. Et en fait, pour l'instant, on voit mal le lien avec ce qu'il y a au-dessus, mais quand même, malgré tout, il y a un tout petit espoir, c'est que le h de L, donc, qui intervient dans la question précédente, le h de L, il est égal à 0. Ça, c'est par construction du réel L. C'est l'unique solution de h de t égale 0 dans R. Donc, d'après la question précédente, ce que l'on a, c'est que moins h de UN moins L moins UN fois H' de UN, on va développer tout ça. Donc, moins L H' de UN plus UN H' de UN en valeur absolue est plus petit que 46 fois L moins UN au carré. 46 fois L moins UN au carré. Et donc l'idée c'est de dire ah ouais, ça commence quand même un peu à apparaître. Il y a UN, il y a UN. Il y a H de UN ici aussi. Donc l'idée c'est, pour pouvoir faire apparaître le terme UN plus 1, en fait, dans cet encadrement, on va diviser tout le monde par H' de UN. C'est-à-dire factoriser tout le monde par H' de UN. Donc ça va être équivalent, enfin ça implique en particulier que la valeur absolue de H' de UN multiplié par, allez, on va le détailler. Donc il va y avoir UN moins H de UN sur H' de UN moins L, simplement, qui est plus petit que 46 ou L moins UN au carré. On a eu le droit de faire ça, de nouveau parce que H' du N est différent de 0, on a déjà observé que H' ne s'annulait pas. L'intérêt de la manœuvre, c'est que ceci, c'est UN plus 1. Et donc, puisque H' de UN est strictement positif,
on peut diviser tout ça par h' de un, par la valeur absolue de h' de un, ou h' de un tout court, ça revient au même, et obtenir donc cette valeur absolue-là, c'est-à-dire un plus 1 moins L, qui est plus petit que 46 sur h' de un multiplié par L moins un au carré. Pour conclure, il reste à observer que h' de un, h' de un, h' de un, h', je vais mettre h' de t ici, c'est donc 30t au carré plus 62t plus 71. Et on travaille sur R+, on travaille sur L1,5, mais peu importe, on travaille sur R+, en particulier. Donc h' de t, bah, ça va être quelque chose de positif, plus 71. Donc ça va toujours être plus grand que 71. Du coup, ici, la quantité qui est à droite bah, va être majorée par 46 sur 71 fois L moins un au carré. Voilà comment on parvenait à la conclusion. Voilà comment on parvenait à la conclusion, qui est que, donc, conclusion, un plus 1 moins L est plus petit que une constante, en l'occurrence 46 sur 71, multiplié par L moins un au carré. Multiplié par L moins un au carré. Et ceci, en fait, va donner la convergence de la suite U vers L, et même la convergence quadratique de la suite U vers L, c'est-à-dire une convergence vraiment très très rapide. Alors explicitement, en fait, ce qui reste à faire, c'est à se servir de cette relation-là pour établir par récurrence sur N que UN moins L est plus petit que 46 sur 71 multiplié par L moins U0 à la puissance 2 puissance N. 46 sur 71. Tac. Ouais. Donc on a ça qu'on établit par récurrence sur L. Et en fait, alors cette quantité L moins U0, bah en fait il faut juste se rappeler de comment sont construits L et U0. U0 c'est 1,5 et L il est compris entre 0 et 1,5. Donc L moins U0 ici il est en valeur absolue strictement plus petit que 1. Donc lui il est compris entre 0 et 1. Et donc, quand vous l'élevez à la puissance 2 à la puissance n, eh bien, vous obtenez une quantité qui tend vers 0. Donc, cette quantité-là, un moins L, va tendre vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Et donc, la suite U va converger vers L. Voilà pour cette application de la méthode de Newton. Donc derrière, il y avait une question qui était une question informatique que je ne vais pas détailler ici parce que disons que ça s'y prête un tout petit peu mal et que ça commence à faire une vidéo un peu très longue quand même. Et ultime remarque, il faut rendre à César ce qui est à César. Donc ce sujet n'était pas du tout, mais alors pas du tout de moi parce qu'il est pompé intégralement, extrait intégralement d'un sujet qui est le sujet de MP E3A. E3A 2017. E3A 2017 MP. Intégralement, tel quel c'était écrit. Donc voilà pour cet exercice d'analyse. Alors il est sympa cet exercice d'analyse parce qu'en fait il permet de réviser pas mal de choses que vous avez vues cette année, et puis en fait de re-réviser l'informatique finalement qui est en rapport avec ceci, c'est-à-dire la méthode de Newton pour la résolution d'une équation qui est f de x égale 0. Voilà, bonne suite de journée à vous, bon week-end et à lundi pour de nouvelles aventures en algèbre linéaire.